Bonsoir, mesdames, mademoiselles, messieurs. Nous sommes vraiment désolés pour ce retard. Nous osons espérer que la presse est sur place et prête. Et nous étions aussi en train d'attendre certains hommes de médias qui avaient décidé d'être là pour la presse écrite et puis des activistes. Mais nous sommes obligés de commencer parce qu'on ne peut pas attendre indéfiniment. Et avant de commencer, nous présentons encore une fois de plus toutes nos excuses. L'exercice de ce soir, avant de commencer ce discours, c'est d'abord vous lire le communiqué de presse pour baliser déjà la conférence. Et après le discours, il y aura une projection de quelques éléments concernant l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Suivra ensuite, si c'est nécessaire ou possible, des interventions des éminentes personnalités qui sont ici présentes. Et après, nous allons donner la parole aux journalistes pour poser des questions. Vous avez au présidium, à partir de la droite, Amadou Abakrin Touré, conseiller en commune 1 et membre de la coalition contre la partition du Mali, Ida Malitetla, Madame Wadidje Founé Koulibaly, membre de la coalition, moi-même Abdelkader Maïga, Madame Maïga Hadei Maïga, Monsieur Ibrahim Ikassa Maïga, et tous ceux qui sont au présidium sont membres fondateurs de la coalition contre la partition du Mali et appartiennent à des entités différentes. Ceci dit, avec votre permission, nous allons commencer. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, bonsoir. Nous remercions infiniment tous les participants d'avoir répondu à notre invitation à cette conférence. Nous avions lu avec stupéfaction le dernier communiqué du comité de suivi de l'accord produit à l'issue de sa 41e session ordinaire au siège de la MINUSMA à Bamako le 16 novembre 2020 sous la présidence de l'ambassadeur d'Algérie au Mali, président du CSA. La présente conférence de presse a pour objet de démontrer que l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger est inapplicable en l'État en République du Mali. C'est pour cela que certains Maliens ont trouvé qu'il est mauvais et d'autres, à travers le dialogue national inclusif, ont exigé sa rélecture. Nous sommes donc désagréablement surpris d'entendre parler d'une feuille de route de mise en œuvre de cet accord sans même faire référence à cette résolution du dialogue national inclusif visant la rélecture du dit accord, comme le veut une large part de l'opinion nationale. Malgré le fait que dans les principes et engagements du dit accord, le respect de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'État du Mali, ainsi que de sa forme républicaine et son caractère laïque sont préservés. Cependant, la mise en œuvre pratique de l'accord est radicalement opposée à ces principes. Nous fondons un grand espoir sur l'exercice de cet après-midi à travers une projection afin qu'il puisse exhorter les autorités maliennes actuelles, les autres parties signataires de l'accord, la communauté internationale et le peuple malien
à procéder à la rélecture de l'accord sans délai, et cela sur la base d'un bilan sincère et de solutions objectives. 5 longues années après la signature de l'accord d'Alger, le constat est amer, sinon négatif, pour plusieurs raisons, à savoir: le contenu de l'accord est confus et prête à toutes sortes d'interprétations pour son application. La mauvaise foi des parties signataires qui avaient intérêt à profiter de la stagnation de l'accord. La partialité de la communauté internationale qui n'a jamais voulu considérer les dénonciations et les interpellations d'une grande frange de la population malienne à travers les médias. Un chronogramme de mise en œuvre de l'accord qui est complètement irréalisable à cause des délais parfois assez courts ou de chevauchement entre les organes et ou les missions à accomplir. L'accord n'est pas passé à l'Assemblée nationale, à plus forte raison faire l'objet d'un référendum. L'accord a connu une mise en œuvre sélective dans laquelle les priorités ont été inversées. Les soi-disant amis du Mali, les partenaires et l'amunissement n'ont pas tenu les promesses nécessaires. Il n'y a que l'État malien qui s'engage dans cet accord alors que les autres en abusent. Plus de 5000 morts civils et militaires uniquement au Mali après la signature de l'accord. L'insécurité, le banditisme transfrontalier et la criminalité en bande organisée ont envahi le Sahel. Le terrorisme s'est étendu et s'est déporté au centre du Mali en détruisant plus de 400 villages, fermé au moins 900 écoles et des dizaines de milliers de déplacés et de réfugiés. L'accord n'avait pas prévu le centre du Mali malgré toutes les propositions faites pour l'inclure. La crise malienne est devenue par endroits une crise communautaire avec son cortège de morts. La mise en œuvre de l'accord a ébranlé les fondements de la République et de la démocratie. La communauté internationale nous impose une mise en œuvre de l'accord basée sur la refondation de l'État, mais au profit des irrédentistes et de leurs complices. La souveraineté du Mali est remise en cause de par la situation de Kidal et environ, qui échappe à toute présence des symboles de l'État, en particulier les forces de défense et de sécurité maliennes. La signature du document intitulé « Relevé de conclusion des consultations préparatoires à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger ». Malheureusement, à la date d'aujourd'hui, le centre et le nord du Mali ne sont plus reliés par manque de voies terrestres praticables et sécurisées malgré toutes les forces étrangères en présence au Mali. Les adeptes de l'accord, la France et l'amunissement en particulier, tentent de nous imposer une révision constitutionnelle et un découpage territorial qui sont des bombes à retardement pour l'intégrité territoriale et la stabilité du Mali. Sur le plan économique, l'accord a enrichi les séparatistes et leurs complices, ainsi que certains acolytes du régime déchu, avec ses clans et familles au détriment du reste du peuple malien. Des forces françaises et onusiennes qui ont montré leurs limites en matière d'engagement et de lutte contre le terrorisme. Malheureusement, le cantonnement, la démobilisation, le désarmement et la réinsertion, appelée DDR, qui devraient être les priorités de l'accord, n'ont pas encore été concrétisées. Comme réussite de la mise en œuvre de l'accord, nous nous réjouissons du fait que les combats entre l'armée malienne et les rebelles ont pris fin, les populations du nord du Mali ont bénéficié de l'assistance de l'amunissement en matière d'emploi, de transport aérien, de soutien financier et logistique divers et de projets de développement. Le gouvernement malien a bénéficié d'un accompagnement timide de la communauté internationale. L'élection présidentielle de 2018 a eu lieu malgré les mauvaises conditions de son organisation. À l'évidence, la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger
ainsi que sa mise en œuvre ont été plus fatales pour le Mali. L'accord a apporté plus de problèmes que de solutions au final. À ce jour, à l'analyse, les dispositions sécuritaires consignées dans l'accord constituent un véritable goulot d'étranglement pour le gouvernement malien, alors qu'elles réconfortent le projet des irrédentistes. Le cantonnement qui précède le DDR est malheureusement passé sous silence par tous, et l'aménagement qui devrait construire les 24 sites de cantonnement n'en a fourni que 8, 5 longues années après la signature de l'accord. Pourquoi personne parmi les acteurs ne s'en offusque? Personne ne réclame les autres sites de cantonnement comme si le DDR était possible sans le cantonnement. Pendant ce temps, la MINUSMA construit un aéroport à Kidal et procède à des dons de toute nature. N'est-ce pas la démonstration de la partialité de la MINUSMA qui gère près d'1 milliard de dollars par an de budget de fonctionnement? L'opérationnalisation des nouvelles entités administratives est une bombe à retardement qui conduira à la partition du Mali. En effet, pendant que des régions créées en 2012 ne sont pas encore opérationnelles, le CSA nous torture à dessein pour celles qui ont vu le jour sous la pression de l'accord d'Alger de 2015. Le Mali doit attendre les réformes politiques et institutionnelles, et cela en période de paix et de stabilité pour trancher cette question. Par ailleurs, parlant de 3000 ex-combattants, quels sont les enseignements tirés des premiers convois de l'armée reconstituée à Kidal? Une humiliation et une chimère pour notre armée nationale. Concernant le Fonds de développement durable, il est alimenté par les maigres ressources maliennes. Alors, où sont passés les milliers de milliards en francs CFA de promesses de la communauté internationale afin d'aider le Mali? Ces fonds levés à l'international sont devenus des butins de guerre de certains pays, dont la France. Au passage, signalons que les fonds du G5 Sahel également étaient directement gérés par la France. Les visites des autorités françaises pour intimer d'appliquer l'accord ou pour ne pas discuter avec les terroristes est la preuve flagrante que la France nous considère toujours comme une colonie. Nous exhortons les Maliens mentalement colonisés et soumis aux colonisateurs de rester citoyens maliens fiers et de se démarquer de cette emprise tant que les deux pays ne se seraient pas respectés en partenaires gagnant-gagnant. En parlant du CSA, nous aurions compris si le CSA avait déploré le fait que les partis et organisations politiques ne figurent pas dans le gouvernement de transition, car cela y va de la restauration de la démocratie et de la stabilité du pays. Mais puisque la stabilité du Mali est le cadet de leurs préoccupations, ils nous distraient naïvement. Le fait que le gouvernement compte au moins 3 ministres de la CEMA, coordination des mouvements de l'Azawad, n'est-il pas une opportunité inouïe pour la CEMA de désarmer unilatéralement par patriotisme ou par reconnaissance ou par devoir de sincérité? Mais hélas, ils restent profondément attachés à leur projet de partition du Mali. Nous terminons en proposant par ordre de priorité quelques solutions à toutes les parties. Premièrement, la sincérité et la bonne foi des parties doivent être de mise pour permettre la relecture de l'accord, y compris le document intitulé « Relevé de conclusions des consultations préparatoires à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger ». La finalisation des sites de cantonnement rapprochés des futurs occupants selon les mouvements armés et procéder au DDR rapidement en ignorant le MOC, mécanisme opérationnel de coordination, et les patrouilles mixtes.
La communauté internationale doit aider le gouvernement malien à recouvrer son intégrité territoriale et sa souveraineté en ramenant Kidal et environ sous tutelle effective et totale du Mali. Reverser à l'État malien les fonds déjà levés au plan international pour stabiliser le Mali. Assister le Mali à redéployer les forces de défense et de sécurité ainsi que les services sociaux de base sur l'ensemble du territoire. Enfin, nota bene, ce document sera accompagné de la liste des parties à revoir dans l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Je vous remercie. Donc, c'était le communiqué de presse. Nous allons passer maintenant à la projection et vous montrer quelques commentaires concernant l'accord. Donc, avec votre permission, je vais passer. On doit se déplacer. C'est mieux. C'est mieux. Avant que le projecteur ne démarre, il est important qu'on vous explique un peu ce à quoi nous avons été confrontés. Est-ce qu'il fallait tout simplement venir donner l'accord aux gens et leur dire, bon, regardez telle partie. Ça allait pousser certains à ne pas retenir ce qui a été dit. Ou bien on pouvait tout juste distribuer ce document en disant aux uns et aux autres, bon, lisez et essayez de comprendre. J'avoue que dans les deux cas, lorsque nous avions travaillé sur ce document, nous avons compris que ça va être extrêmement difficile pour quelqu'un qui n'a pas élaboré de pouvoir comprendre quelles sont les questions, où sont les liens entre, par exemple, le discours, ce document et l'accord, ou sur quoi nous sommes basés pour dire certaines choses. Donc, sur ce, synopsis sur l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Les cadres de la coalition contre la partition du Mali, Mali-Titla, soucieux du devenir de notre chère patrie, le Mali en général et de celui des régions du nord du Mali en particulier, ont jugé nécessaire d'apporter leur contribution à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Sachant le contexte actuel du Mali, il ne serait pas productif, à notre entendement,
de rédiger un nouvel accord. Alors nous nous sommes mis à analyser l'existant tout en interprétant logiquement et objectivement l'essence même du dit document, et nous nous sommes projetés vers l'avenir du pays. À cet effet, nous avions pris le texte titre par titre, chapitre par chapitre et article par article pour donner nos observations sur chaque article suspect, commenter si nécessaire des passages. Il est important de savoir que le document que nous vous proposons est vraiment l'expression de notre vision, et s'il est accepté comme nous l'avons proposé, nous espérons qu'il comblera les attentes des populations. Nous avons remarqué que les termes fédéralisme, autonomie et indépendance ne figurent pas dans le document d'Alger. Cependant, en lisant entre les lignes, il y a des notions qui ramènent à ces idéologies. Donc nous avons veillé à ce qu'aucune surprise désagréable ne puisse surgir de ce document en le décortiquant point par point. Nous avons remarqué que Mopti ne figure nulle part dans le document comme étant une région du Nord, alors que nous l'avons rajouté, partout où c'est nécessaire. Pour faciliter la compréhension du travail que nous avions fait, nous vous invitons à comparer le document d'Alger aux nôtres section par section. Il serait peu intéressant de citer juste les points où il y a eu des changements, car cela ne pourra pas donner satisfaction en vue d'une exploitation du document. Enfin, nous avons opté pour ce modèle qui reste perfectible aux besoins. Donc, lorsqu'on va prendre l'accord, l'analyse de forme que nous avions eu à faire, c'est qu'il n'y a pas de remarque majeure, sauf de mieux structurer le document. Parce que nous avions parfois des annexes qui sont d'ailleurs la partie la plus importante de l'accord, mais qui n'est pas dans les différents articles. Donc souvent, pour quelqu'un qui n'a pas eu la présence d'esprit d'aller regarder les annexes ou de regarder par exemple le préambule, tu te diras que bon, voilà, il n'est pas intéressant, ou il n'y a pas de danger, ou ceci, cela. Alors, au niveau du préambule, la première partie, paragraphe 1 et 2, quand tu regardes ce qui est écrit au niveau de l'accord, ça nous amène à dire qu'il faut réfuter le terme Azawad pour les régions du Nord, parce que c'est une infime zone géographique très connue, bien délimitée avec un mode de vie et une culture bien définie. Donc cette appellation ne saurait s'appliquer à toutes ces régions, car personne ne veut perdre un pan de son histoire, de sa géographie et encore moins de sa culture. Le fait de dire le nord du Mali, appelé par certains Azawad, est déjà une intoxication et une volonté de déplacer le problème, qui n'est autre qu'une demande d'indépendance du nord du Mali afin d'ériger un État, d'où la partition du Mali. Dans le préambule, paragraphes 3 et 4, c'est écrit « Ayant procédé à une analyse approfondie de la situation du Mali en général et en particulier celle des régions du Nord, marquées notamment, selon eux-mêmes, c'était vraiment limité à juste le besoin que certains ont exprimé, surtout les irrédentistes. Donc nous avions essayé d'apporter une certaine clarté en disant que ça a été marqué, les régions du Nord ont été marquées par une violence cyclique, doublée d'une mauvaise gouvernance qui n'a pas permis aux populations locales de participer effectivement à la gestion de leurs propres affaires et qui a engendré l'exode massif des communautés, ainsi qu'une très grande pauvreté et un retard considérable en termes de développement socio-économique par rapport au reste du pays, causant des souffrances indicibles et poussant certains à poser des actes ayant exacerbé la compréhension entre communautés. Le paragraphe 7, reconnaissant la nécessité d'une gouvernance conforme aux spécificités géohistoriques et socio-culturelles des régions du Nord, dont l'histoire a été marquée d'épreuves ayant profondément affecté les conditions de vie des populations,
Ça, c'est ce qui était dans le document d'Alger directement. Et nous disons, est-ce une directive ou une décision actée? Parce que lorsque vous allez regarder le préambule, c'est à partir de ce paragraphe-là qu'on comprend l'esprit que derrière, ils ont l'intention de nous imposer la notion d'autonomie ou de fédéralisme. Dans leur dernier paragraphe, ils ont cité les accords antérieurs, mais ils n'ont pas cité clairement l'accord de Ouaga, alors que l'accord de Ouaga pour nous était un très bon point d'ancrage pour l'accord d'Alger, qui a été d'ailleurs balayé à dessein. Alors, le titre 1 de l'accord, principes et engagements généraux. À ce niveau, quand on regarde l'article 4, qu'on n'a pas cité ici, on se rend compte que cet article-là crée de l'injustice, car toute loi basée sur celui-ci est injuste. La loi étant générale, les dispositions de cet accord devraient être donc applicables à toutes les régions du Mali. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre exactement de quoi cet accord, cet article parle. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais je vais faire référence à ça plus tard. Mais c'est un article qui dit qu'il faut appliquer les dispositions de cet article prioritairement, de cet accord, prioritairement aux régions du Nord. C'est pourquoi nous disons que c'est injuste. Si c'est des lois qui doivent résulter de cet article, normalement, c'est des lois qui doivent s'appliquer à l'ensemble du territoire malien, parce que la loi, elle est générale. Quand on regarde au niveau de l'article 5, il parle de la mise en place d'une architecture institutionnelle fondée sur des collectivités territoriales dotées d'organes élus au suffrage universel et de pouvoirs étendus. Pour nous, cette notion nous ramène à une modification de la Constitution, mais également au fédéralisme qui ne saurait prospérer dans un État failli comme le nôtre. En parlant de pouvoir étendu, à quoi on fait allusion? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi le suffrage n'est pas universel et direct? Donc, je pense que ça a été cette fois-ci corrigé dans la dernière version. Après, une plus grande représentation des populations du Nord au sein des institutions nationales. Cela également est inadmissible pour nous. Cette disposition est une bombe à retardement, c'est une discrimination positive, injustifiée et injustifiable. La conséquence est la révolte des populations du Sud contre celles dites du Nord dans un avenir pas lointain. Je pense que tout le monde peut constater qu'au Mali, les nordistes n'ont aucun problème pour être intégrés et les nordistes sont présents à tous les niveaux de décision de ce pays-là. Donc dire qu'il faut leur représentation ou leur représentativité, c'est donner une autre notion aux populations du Nord. Donc ça nous ramène à se poser la question, qui sont les populations du Nord? Si c'est toutes ces personnes que nous connaissons, à commencer par des Traoré, des Koulibaly, des Diarra, des Keïta, des Maïga, des Touré, des Ag, des Diallo, tous ceux qu'on connaît du Nord, qui sont là, ils sont à tous les niveaux de responsabilité de ce pays. Donc cet article-là est très mauvais pour le Mali et pour l'accord. Un redéploiement progressif des forces armées de sécurité reconstituées du Mali. Alors, pourquoi une armée reconstituée de déserteurs et ex-combattants rebelles? Ce qui pose les jalons d'une future méfiance interne et donc d'une fragilisation de l'armée nationale souveraine et de la sécurité nationale. Plus tard, nous allons voir que d'ailleurs, c'est à cause de l'aspect sécuritaire en particulier qu'aujourd'hui, l'accord est inapplicable. Le vrai danger pour le Mali réside dans la partie sécuritaire de cet accord. On ne peut pas demander à des gens qui ont déserté hier, leurs frères d'armes, qui sont partis se battre dans un autre pays et qui reviennent encore au Mali avec armes et bagages combattre leurs frères, les demander de revenir former des patrouilles mixtes ou bien d'être dans les mêmes organes que leurs frères d'armes pour aller chercher soi-disant des terroristes ou des ennemis. Alors que le premier et la première personne à chercher, c'est exactement ces déserteurs-là.
parle après de la mise en place de zones de développement des régions du Nord, dotées d'un conseil consultatif interrégional et d'une stratégie spécifique de développement adaptée aux réalités socio-culturelles. Quand on regarde cela, on se pose vraiment la question. Cette zone n'est qu'une forme voilée de regroupement qui sera sous dominance irrédentiste et donc plus tard facilitera l'atteinte des objectifs des indépendantistes. Pour l'instant, le Mali doit chercher juste à développer chaque région dans une dynamique harmonieuse pour la vision du pays. Lorsqu'on regarde le titre 2, questions politiques et institutionnelles, en fait, c'est un titre qui devrait chronologiquement venir avant le titre 3, après le titre 3, pour garantir le dépôt des armes et éviter les boulots d'étranglement de nature et d'origine diverses. Parce que les questions politiques et institutionnelles, aujourd'hui, nous avons vu la communauté internationale, la MINUSMA, tout le monde, et même les ex-rebelles ou les rebelles ou les irrédentistes, ils se cachent derrière ce titre 2 pour dire non, il faut réviser la Constitution. Non, on n'a pas bougé. On ne désarme pas parce que vous n'avez pas révisé la Constitution. Parce que si on appliquait cette révision constitutionnelle ou on appliquait ce titre 2 correctement, ce serait la perte du Mali, parce que ce serait la partition totale du Mali. C'est à travers ce titre-là que nous allons créer plus tard. Par exemple, au niveau local, l'article dit « Les populations maliennes et en particulier celles des régions du Nord auront dans ce cadre à gérer leurs propres affaires sur la base du principe de la libre administration. » Alors, aucune particularité n'est nécessaire pour la libre administration des collectivités. Pourquoi se focaliser au cas des régions du Nord? Ça, c'est ce qu'on ne comprend pas. S'il y a libre administration, c'est pour toutes les collectivités du Mali. On nous dit que le président de l'Assemblée est élu au suffrage universel direct. Il est également le chef de l'exécutif et de l'administration de la région. Alors, en termes clairs, il s'agit d'un président d'une république dans la République du Mali. Une autre subtilité pour instaurer le fédéralisme ou après demander l'indépendance. Parce que si les 5 régions du nord du Mali aujourd'hui avaient des présidents, et si par malchance dans leur zone de développement ou dans leur assemblée qui réunira les 5 régions, ils décidaient par exemple de se débarrasser du Mali, mais rien ne les empêchera de le faire parce que c'est les présidents comme le président du Mali. Et c'est pourquoi cet article-là également est un danger. Il faut trouver les moyens de réduire les compétences du président de la région. Au niveau national, ils ont dit réactiver et diligenter le processus de mise en place de la deuxième chambre du Parlement sous la dénomination de Sénat, de Conseil de la Nation ou de toute autre appellation valorisante de sa nature et de son rôle, et en faire une institution dont les missions et la composition favorisant la promotion des objectifs du présent accord. Une idée, selon nous, qui exige la révision constitutionnelle, mais sans aucune contrainte de temps. Donc, tous ceux qui sont en train de nous demander de réviser la Constitution, de faire ceci et de cela en se basant sur cet article, c'est clair et net à la lecture que cet article n'impose pas du tout un timing. Donc, on devrait d'abord cantonner les gens, les désarmer et en ce moment passer à ce genre d'article. C'est pourquoi nous avons dit que le titre 2 devrait venir après le titre 3 de cet accord-là. Par contre, le danger réside dans la promotion des objectifs de l'accord qui reste flou. Notons qu'un certain nombre de sénateurs sera imposé et vraisemblablement parce qu'ils sont signataires de l'accord ou leurs complices, ce qui est contraire à la démocratie. Donc, quand on va mettre un Sénat, au lieu que ce soit un Sénat où le choix est démocratique, ça va être un Sénat où on va dire non, ils sont du Nord, ils sont de ceci, ils sont de cela, bon, il faut les mettre en nombre ici, ou voilà, il faut leur donner tel privilège, ce qui n'est pas du tout bon pour notre pays.
améliorer la représentation des populations à l'Assemblée nationale par l'augmentation du nombre de circonscriptions électorales et ou toute autre mesure appropriée. Alors là, vous comprenez, on veut tout simplement dire à terme clair, il faut créer des cercles, des régions et tout ce qu'il faut pour que des gens du Nord soient bien représentés à l'Assemblée nationale, parce que maintenant, ils ne sont pas représentés. Ce qui est faux, ce qui est archi faux, et ce qui est même pas normal, parce que c'est à partir de ce point-là que vous allez voir le découpage territorial qu'ils ont tenté de mettre en place, qui a été l'occasion pour que la coalition contre la partition du Mali, IGDA, Mali Tetula, voie le jour, est venue de ce point-là. Je pense que en donnant par exemple à un cercle comme Kidal ou bien à une région comme Kidal 8 cercles, alors qu'ils n'ont pas, je n'ai pas les derniers chiffres en tête, ils n'ont pas encore 200 000 âmes qui vivent là-bas, ça veut dire tout simplement qu'ils vont avoir 8 députés. Alors que des régions comme Sikasso, ou exactement je ne sais pas, si quelqu'un de la salle peut me dire la population de Sikasso à la date d'aujourd'hui, ils doivent être dans la région au minimum 1 million. Ils n'ont pas 8 cercles, donc ils n'ont pas 8 députés. 1,3 million et quelques populations à Sikasso, et dire qu'ils n'ont pas 8 cercles, donc ils n'ont pas 8 députés. Est-ce que ce n'est pas de l'injustice? Est-ce que ce n'est pas une façon de favoriser même la prise des armes? Ce n'est pas une prime à la rébellion, ça? Est-ce que ce n'est pas une façon de dire aux autres populations du nord du Mali, prenez les armes également? Alors, donc nous disons que ça, c'est des parties qu'il faut retirer de l'accord. Et puis, ça va créer un conflit entre nous qui sommes du nord et nos frères du sud. Parce que nous avons toujours vécu ensemble en harmonie. Nous avons été partout dans toutes les structures. Et aujourd'hui, on nous dit non, il faut en plus leur donner la chance d'être plus représentés. Ah non. Donc, ce n'est pas nécessaire pour l'instant. Si l'Assemblée nationale est l'émanation du peuple, une minorité ne saurait y être surreprésentée. Une loi organique pourrait gérer ces aspects. Après, on dit assurer une meilleure représentation des populations du nord du Mali dans les institutions et grands services publics, corps et administration de la République. Bon, ce n'était même pas la peine de revenir sur ça, puisqu'ils l'ont cité quelque part en haut. Donc, je ne reviens pas là-dessus pour gagner du temps, mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux qu'on nous impose tout ça. Alors, on revient à la répartition des pouvoirs et compétences dans l'article 8. Il parle de la police territoriale, de la protection civile. Très rapidement, lorsque vous avez en face des gens qui ne sont pas sincères, des gens qui sont armés, qui refusent de déposer les armes, si vous créez une police territoriale, c'est eux qui vont encore être ces policiers pour la collectivité. Donc c'est eux qui vont encore terroriser la population. Donc ce n'était même pas la peine qu'on parle de police territoriale et de protection civile. À ce stade de l'insécurité du Mali, il fallait attendre plus tard. À moins qu'ils ne désarment complètement et que le Mali trouve la stabilité. L'article 9, on parle de délibération des collectivités territoriales sont exécutoires dès leur publication et transmission aux représentants de l'État. La répartition des compétences entre les différentes collectivités territoriales est déterminée par la loi sur la base du principe de subsidiarité. Ce qui sous-entend une forme de fédéralisme ou tout au moins une large autonomie. L'État central n'a donc pas un contrôle a priori sur la gestion des collectivités. Alors, quelle aberration! Vous demandez à l'État malien de vous donner toutes les mannes issues des ressources minières ou naturelles, qu'on vous donne un grand nombre, un grand pourcentage, et après vous voulez que cet État-là n'ait aucun regard en amont sur ce que vous faites ou ce que vous décidez. Alors, comment on veut qu'on s'en sorte? C'est un article ou un point dans cet accord-là qui ne rime pas vraiment avec la paix et la stabilité que nous cherchons.
Alors, dans l'article 14, au niveau du chapitre 6, financement et moyens, nous pensons qu'il faut d'abord transférer les compétences avant de transférer les ressources financières. On ne peut pas donner des centaines de milliards à une collectivité, sachant bien qu'il n'y a personne pour gérer, aucune compétence. Ça fait longtemps que dans les lois de décentralisation, on est en train de demander les transferts de compétences, de moyens, de ceci, cela. Mais dans cet accord, on insiste là-dessus parce qu'il y a une région du Mali qui veut vraiment avoir 30% des ressources minières parce que les ressortissants de cette région, en particulier la minorité irrédentiste qui a pris les armes contre le Mali, pensent que Kidal est plus riche que les autres régions et avoir toute cette manne leur permettra d'avancer. Ce qui n'est pas normal. Convenez avec nous que depuis des décennies, c'est Sikasso qui supporte le Mali. Pourquoi Sikasso n'a pas demandé aux différents gouvernements du Mali de leur donner 30 ou 40% des ressources minières ou des ressources du pays? Pourquoi c'est au nord du Mali où, depuis l'indépendance jusqu'à présent, ils sont sous supervision du Sud qui demandera à ce genre de faveur? Donc je laisse le choix aux Maliens de comprendre qu'il est temps de se lever et de réclamer ce qu'il leur revient de droit. Article 15 sous-entend la division du Mali en territoires. C'est plutôt du fédéralisme. Utiliser territoire terroir que territoire, car c'est petit jeu de mots. Je sais pas, je reviens. En fait, dans l'accord lui-même, à ce niveau, on parle de terroir, au lieu de parler de territoire. Donc, tous ces petits mots dans l'accord ont un sens. Ne pensez pas que c'est fortuit parce qu'après, ils vont interpréter à leur faveur pour dire que c'est ce qu'on voulait dire à ce niveau. Dans l'article 16, on dit favoriser le recrutement dans la fonction publique des collectivités territoriales dont les effectifs seront majoritairement réservés aux ressortissants des régions du Nord. Alors, ça, j'en passe parce que j'ai largement commenté tout ça, et même dans les recrutements. Mais ce que vous ne savez pas, de la rébellion de 90 à aujourd'hui, les rebelles qui ont fait l'objet de recrutement triplent le nombre des nordistes qui ont été recrutés à la fonction publique malienne. Ils ont été intégrés, réintégrés, recrutés. Et même parfois, on leur donne les postes gratuitement. Et aujourd'hui, vous voyez, dans cet accord, ils insistent encore, même dans le recrutement, à avoir je sais pas moi, du favoritisme. Et nous, on n'est pas d'accord avec cela. Tous les Maliens sont égaux. Titre 3, question de défense et de sécurité. J'attire vraiment votre attention sur ce titre 3. Dormez avec, réveillez-vous avec. Si vous avez le temps de relire l'accord, regardez cette partie, question de défense et de sécurité, et allez-y regarder dans l'annexe qui parle des questions de défense et de sécurité. Et vous voyez pourquoi nous avons dit dans la forme qu'il y a un problème. On ne peut pas traiter de la question en titre 3 et après le ramener en annexe. Alors que le danger réside plutôt dans l'annexe que dans les articles qui sont à ce niveau. On le verra. Et c'est à cause de ce titre-là qu'aujourd'hui, l'accord demeure inapplicable. Sinon, ce serait la partition du Mali. On dit, nous pensons que le libellé, que le contenu du principe est trop différent de celui qui était dans le projet de l'accord d'Alger en date du 27 novembre 2014. Là-bas, il s'agit de mesures de confiance et de stabilité. J'explique. En fait, dans la version de l'accord d'Alger du 27 novembre 2014, ils avaient écrit mesures de confiance et de stabilisation. Mais cette fois-ci, ils écrivent principe directeur. Bon, en fait, moi, je pense bien que mesures de confiance et de stabilisation est beaucoup plus
porteur que principe directeur qui est flou. Et après, ils ont profité de l'occasion, on va voir par exemple l'article 17, déjà cité, les forces armées et de sécurité reconstituées. Les articles qui sont là-bas, vous pouvez voir, ça ne rime absolument à rien. Lorsqu'on arrive au cantonnement, à l'intégration qu'on appelle le DDR, nous avions également les problèmes qui commencent parce que dans l'article 20, on dit l'intégration et le DDR se déroulent au fur et à mesure du cantonnement des combattants pour soit l'intégration au sein des corps constitués de l'État, y compris au sein des forces armées et de sécurité, soit la réinsertion dans la vie civile. Le DDR concernera les ex-combattants cantonnés qui n'auront pas bénéficié de l'intégration. Alors, nous nous demandons qui sont les ex-combattants. Ça, c'est la première question que nous on se pose. Qui sont les ex-combattants? Est-ce que c'est les ex-combattants de Gandakoy? Est-ce que c'est les ex-combattants qui ont déserté en 90? Ou les ex-combattants qui ont déserté depuis, je ne sais pas moi, la première rébellion des années 60? Alors, la question se pose parce que ce n'est éclairci nulle part. Pourquoi dans la pratique, c'est le DDR qui est mis en avant comme organe pour gérer le cantonnement, l'intégration, alors que sa mission est bien définie? Donc, concernant les ex-combattants cantonnés qui n'auront pas bénéficié de l'intégration, une perte de temps inutile pour désarmer, cantonner et retrouver la paix. Pourquoi les jeunes de Gao ne peuvent pas être intégrés au sein des corps constitués de l'État dans la mesure où ils ont été désarmés? Les jeunes de Gao, pendant l'invasion, avaient des armes, ils ont fait face à ces djihadistes, à ces terroristes et puis à ces irrédentistes-là. Mais c'est Serval qui les a désarmés. Alors, est-ce qu'on peut les considérer comme ex-combattants ou pas? Si on ne peut pas, je pense que le minimum, c'est de les considérer comme des patriotes. Parce que grâce à eux, à Gao, le drapeau du Mali a flotté. Ce n'est pas de l'injustice. Parce que ces armes devraient leur permettre d'être cantonnés, d'être désarmés, de réintégrer ou d'intégrer. Mais puisque ça a été recruté et qu'on ne les a pas restitués, on ne les reconnaît même pas, donc il faut corriger l'injustice. Redéploiement des forces armées et de sécurité. L'article 21. Je passe rapidement parce que nous pensons que c'est une clause caduque et irréaliste. Sur 24 sites de cantonnement, il n'y a que 8 qui sont opérationnels. Et l'implantation de ces 24 sites par rapport aux mouvements armés sédentaires, plus que injuste et irréfléchi. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ils ont tout simplement réparti quelques sites où des gens de Gao peuvent aller retrouver leur site, par exemple vers Douanza, où des gens de Tombouctou vont retrouver des sites vers Menaka, où des gens de Kidal sont cantonnés à Kidal chez eux. Alors c'est déjà de l'injustice même dans le repérage des sites de cantonnement. Et malheureusement, l'aménagement qui a un budget d'1 milliard de dollars par an à cause du problème du Mali n'arrive pas à finaliser ces sites-là il y a 5 ans de cela. Article 22. Les forces redéployées devront inclure un nombre significatif de personnes originaires des régions du Nord. Bon, je pense que on va passer, quoi, parce que voilà, on va passer parce que c'est tout simplement aberrant. Réorganisation des forces armées et de sécurité, article 26. Le Conseil national pour la RS, la réforme du secteur de la sécurité, fait des recommandations sur des mécanismes novateurs en ce qui concerne les nominations aux postes dans les grands commandements et services, aux fins de renforcer la cohésion nationale ainsi que la professionnalisation et l'efficacité des 10 postes. Nous pensons que la sécurité est une affaire d'État. Donc une question de souveraineté. Elle doit être gérée de manière stratégique et dans la discrétion totale. Cette disposition est infructueuse pour le Mali. Vous voyez, ça fait partie des organes qui sont créés dans l'accord où on met tout le monde. On met ceux qui nous ont tués, on met ceux qui continuent de nous tuer, on met ceux qui nous pourchassent,
on met ceux qui veulent diviser le Mali, on met tout le monde pour sécuriser le Mali et on pense que ça va marcher. Ça ne marchera jamais. Je vous dis, ça ne marchera jamais. La sécurité, c'est un rôle pour l'État. C'est un rôle régalien de l'État. Il faut laisser les forces armées de sécurité s'en occuper pleinement. Le titre 5, là on rentre dans ce qu'on appelle, bon ça c'est la poudre aux yeux, développement socio-économique et culturel. Ils ont parlé de beaucoup de réalisations, mais franchement, il faut faire énormément attention. Énormément attention, c'est pourquoi nous avons dit attention à ne pas pervertir l'idée, sinon aucun besoin de regrouper des régions. Le regroupement des régions, comme dans les zones de développement dont tu parles, on n'a pas besoin de le dire ou de l'écrire. Mais si entre Sikasso et Kaï, ils veulent vraiment se parler et partager leur expérience, mais leurs élus ou leurs responsables peuvent trouver un créneau pour cela. Si Menaka et Koulikoro veulent faire quelque chose ensemble, où est le problème? Ils n'ont qu'à trouver le cadre, mais pourquoi l'écrire? Pourquoi l'écrire? On vous dit, c'est parce que la finalité, c'est pour permettre de regrouper des décideurs des régions du Nord afin de mieux les manipuler. Voilà les vraies raisons. Article 33, bon, nous pensons que c'est vague, inutile, pernicieux, et puis bon, on ne sait même pas, en parlant de région du Nord ici, de quoi ils veulent réellement parler. On va essayer de gagner du temps, donc, parce qu'il y en a assez, On vous invite à lire l'accord et regardez juste avec moi qu'il y a des observations sur toutes les parties de l'accord. Toutes les parties de l'accord. Donc, pour ne pas vraiment abuser de votre patience, parce qu'après, il y a les journalistes qui vont poser des questions, nous allons juste boucler par deux petits points. Le premier, titre 7, disposition finale, on dit article 65, les dispositions du présent accord et de ses annexes ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement express de toutes les parties signataires du présent accord et après avis du comité de suivi. Alors, c'est cet article-là qui doit permettre au Mali de révisiter ou bien d'actualiser, de faire la rélecture de l'accord. Il faut simplement que les parties aient une certaine sincérité. 5 ans, jusqu'à présent, il n'y a pas de cantonnement, il n'y a pas de désarmement. 5 ans, les gens sont en train de mourir. 5 ans, le Mali est à la traîne. 5 ans, la sous-région s'embrase. Et on n'a pas le courage de dire aux uns et aux autres. Quand on parle des parties signataires ici, c'est l'État malien, c'est la plateforme, c'est la CEMA, et avec la communauté internationale qui est représentée au niveau du comité de suivi. Qu'est-ce qui les empêche, puisque dans le CSA, le comité de suivi de l'accord, ils sont tous présents. Si réellement la communauté internationale était de bonne foi, qu'est-ce qui les empêchait au niveau du comité de suivi de l'accord de dire, écoutez, les Maliens ont crié haut et fort, il faut revoir le contenu de l'accord. Arrêtons tout et puis faisons cet exercice. Mais ils n'y pensent pas. Le dialogue national inclusif, qui a été cité comme un moment solennel de communion entre les Maliens pour trouver une solution à la crise politique malienne, a demandé comme résolution de faire la relecture de l'accord. Pourquoi la communauté internationale, à travers le comité de suivi de l'accord, ne planche pas sur la question pour trouver une solution rapide avant de parler de feuille de route à ce stade du pays? J'en passe. Le dernier point, on peut en parler pendant très longtemps. Très longtemps, je sais qu'il y a des sommités qui connaissent mieux l'accord que nous. Je sais, même dans la salle, certains étaient attendus. Ils pourront vous parler pendant des jours et des nuits. Parce que dans tout ça, même les aspects juridiques, on n'a pas voulu tellement se planer dessus. Parce que, voilà, vous connaissez les juristes. Si Ibrahim Ikassa Mega aujourd'hui commence à vous parler de ça, on risquerait d'aller à Gao revenir avant qu'il ne finisse. Voilà. Maintenant, je vous montre le chronogramme de la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Ça, c'est un tableau qui montre ce que l'accord a prévu. Ce que l'accord a prévu, un MOC
mécanisme opérationnel de coordination dans les 60 jours qui suivent la signature de l'accord. Les patrouilles mixtes dans les 60 jours. Alors que ce sont les MOC qui doivent permettre de faire les patrouilles mixtes. Alors, je vous demande sincèrement, regardez peut-être que ce diapo, cette image peut vous permettre de voir clair. Regardez, le MOC et la patrouille mixte, les deux, on demande 60 jours après la signature de l'accord. Comment est-ce qu'un organe qui n'est même pas créé peut commencer à travailler le même jour de sa création? Comment c'est possible? Parce que pour que le MOC fonctionne 60 jours après, il faut des décisions. Ces décisions prendront du temps. Il faudra reconstituer les hommes. Il faudra les armer, les équiper. Il faudra leur donner un moyen de déplacement et il faudra leur donner des lignes de conduite. 60 jours après la signature de l'accord, ils doivent avoir tout ça, en même temps commencer les patrouilles mixtes. Je ne vais pas aller loin. Regardez, c'est la même chose quand on parle de mode opératoire pour le cantonnement et après on parle de la liste définitive et certifiée des combattants. Tout ça 30 jours après la signature. Alors que quand tu regardes la CTS, la Commission technique de sécurité, mais c'est elle qui devrait chercher les listes certifiées et autres. Malheureusement, elle est créée le même jour et on veut qu'elle prenne les listes certifiées des combattants et les amis. Et à ce niveau, j'insiste sur une chose. On dit dans 30 jours que les combattants les mouvements armés devraient amener les listes certifiées définitives. 30 jours, un mois sonné après la signature de l'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À la date d'aujourd'hui encore, on a des problèmes avec ces listes certifiées. Et 18 mois après que l'accord soit même caduc, je peux même dire 24 mois après que l'accord soit caduc, personne ne se soucie de dire, écoutez, les listes là, il faut les apporter. Il faut qu'on ait des listes correctes. Et vous n'avez pas respecté votre part de marché. La communauté internationale s'en prend toujours au Mali, au gouvernement malien, au lieu de s'en prendre aux rebelles qui ne veulent pas faire les choses correctement. Et le peuple malien est en train de dormir. De grâce, lisons l'accord. Il faut s'approprier l'accord et comprendre les points d'achoppement de l'accord pour dire non. Non à la communauté internationale, non à nos dirigeants. La communauté internationale est dans son rôle. Parmi elles, certains sont en train de jouer leur avenir, parce que si des pays comme le Mali sont complètement indépendants, leurs pays vont en pâtir. Donc ce qui les intéresse, c'est de faire main basse sur les ressources naturelles de ce pays-là. Et ce qui les intéresse, c'est d'avoir des bénis oui-oui comme des représentants du Mali à tous les niveaux pour pouvoir profiter du Mali. Commission de DDR, 60 jours. Le plan et calendrier de redéploiement de l'armée, 60 jours. Et le décret de création du Conseil national pour les réformes du secteur de la sécurité, 60 jours. Alors qu'ils sont tous complémentaires et sinon même, c'est la commission de DDR qui doit s'occuper de ces plans et de ces calendriers. Comment est-ce possible? C'est la question, c'est là où on peut vous dire avec certitude que ce chronogramme a été fait pour ne pas être applicable. Il a été conçu pour ne pas être applicable. Ça ne rime en rien qu'on ait un chevauchement entre des organes et leur mission. Alors, franchement, on va laisser les journalistes pouvoir poser les questions, on peut continuer, mais ça va prendre du temps, il ne faut pas abuser. Et on est toujours à votre disposition, la coalition contre la partition du Mali, IGDA Mali Tetla. Nous sommes à votre disposition pour des éclaircissements. Le document n'est pas parfait, il faut le parfaire et nous pouvons aller discuter partout où ce serait nécessaire. C'est pourquoi nous avions mis juste en fin même du discours, nous avions mis la liste des points qu'il faut revoir au niveau de l'accord. Parce que franchement, on ne peut pas dire exactement, on ne peut pas donner ce document-là, on ne peut pas le lire dans un discours. Bon, on demande aux journalistes d'avoir cette liste pour faire référence et partager avec qui ils veulent.
Et ceux qui ne sont pas d'accord, ce n'est pas la peine de discuter. Dites à la personne, va dans l'accord, regarde le titre 1, regarde l'article 4 et dis ce que tu penses là-dessus. Donc les références des articles qui posent problème sont là. Si le Mali veut faire une relecture sur la base de ce document, ça peut aller très vite. Il faut remettre aux experts et leur dire de confronter les arguments. Si la communauté internationale veut faire la relecture, nous pensons avoir fourni une base pour leur faciliter le travail. Si le peuple malien veut s'en sortir et oublier également le cauchemar de l'accord d'Alger, c'est également l'occasion de dire, bon, on y va, on a quand même une base et essayons de trouver ce qui est juste. Je pense qu'on peut faire un bilan objectif de l'accord et regarder si c'est bon pour le Mali ou pas et qu'est-ce qu'il faut. Tous les Maliens doivent avoir ça comme souci. Je vous remercie. Merci Abdelkader Menga, président de la coalition, pour avoir planté le décor de la nécessité de relecture de l'accord, puisque à tout point de vue, cet accord est inapplicable. Ce que je vais rapidement ajouter, c'est que du point de vue même de l'observateur indépendant, qui est de Carter Center, donc, le centre Carter, qui produit annuellement, périodiquement donc, ces rapports. Le dernier rapport qui date de janvier 2020 a essayé de faire le point de la mise en œuvre de l'accord, qui aujourd'hui est à 5 années et demie de sa signature. Et si on prend justement par pilier l'accord, comme ça a été présenté tout de suite par Kader, les questions politiques institutionnelles, les questions de sécurité et de défense, les questions de développement, les questions de réconciliation, justice et affaires humanitaires, et autres rôles de la communauté internationale, ainsi que le mécanisme de mise en œuvre de l'accord, il ressort que, du point de vue aspect politico-institutionnel, seuls 6,25% sont achevés en termes de points d'exécution. 6,25% achevés, point presque achevé 12,5%, point intermédiaire en termes d'exécution 12,5% aussi, minimum d'exécution 18,75%, et point non encore initié, c'est les 50%, uniquement les questions politico-institutionnelles. En parlant des points en matière de sécurité et de défense, 36% ont pu être réalisés, contre 24% presque achevés, 12% intermédiaires et 12% minimum, 16% non encore exécutés. Nous en doutons, puisque le point phare
des questions politiques et institutionnelles, c'est le retour de la paix. Parce que si ça s'est réglé, la paix devrait être effective. Ça ne l'est pas. Et on est bien loin de la paix puisque personne n'est cantonné, à fortiori être désarmé, démobilisé ou autre. Donc ce sont des appréciations qu'on peut prendre avec des pincettes. En matière de développement, 30,77% d'exécution contre 23% de presque achevé, 23% d'exécution intermédiaire, 12% d'exécution, 23% d'exécution minimale et 15% de points non initiés. En matière de réconciliation, justice et affaires humanitaires, 22,22% d'exécution, ainsi de suite. Donc, quand vous prenez tous ces aspects, on se rend compte que l'accord est pratiquement inapplicable. C'est la conclusion à laquelle nous parvenons. L'accord est inapplicable. Alors, pourquoi ne pas justement appliquer l'accord dans la partie essentielle qui permet de dépasser justement ces blocages? C'est l'article 65 qui a été présenté ici. Chaque fois qu'il y a des difficultés d'application, les parties signataires se rapprochent et s'entendent sur justement les modalités de dépassement de ces blocages. C'est ce qu'il faille faire. C'est ce qu'il faille faire et ce qui n'est pas fait. Pourquoi? Nous avons aussi vu que le Conseil de sécurité a imposé un rythme d'accélération, a tenté d'imposer, je pourrais dire, un rythme d'accélération justement en élaborant et en imposant des points qui sont contenus dans ce qu'on a appelé une feuille de route qui a été adoptée en mars 2018 et qui avait stagné après l'élection présidentielle 2018. On a voulu donner un coup de fouet et en brandissant même des menaces contre les parties prenantes, y compris l'État du Mali ou toute autre personne qui pourrait servir, qui pourrait constituer un blocage quelconque. Et nous avons vu que la coalition IGDA Mali Tetla était justement en ligne de mire justement de cela, puisque nous sommes donnés comme credo d'éclairer la lanterne du peuple malien pour dire nous ne pourrons pas accepter cet accord imposé et le faire appliquer tel quel, puisque ça va à la dislocation de notre État. Et dans la foulée, vous avez vu, on a voulu même imposer des nouvelles régions, créer de toutes pièces autour de points de puits, de points de bivouac, où véritablement c'était une politique résolue de dislocation de notre État. Maintenant, à l'analyse, justement, cette feuille de route aussi s'est trouvée être bloquée à mi-chemin, puisque pratiquement sur plus de 20 points qui sont énumérés dedans, juste 5% ont été presque achevés. Nous sommes d'accord? 5% achevés, 25% presque achevés, et 3 points n'ont pas été encore engagés, qui constituent les 20% justement de cette feuille de route. Ça veut dire que malgré la tentative de synthétisation des points d'application de l'accord, on s'est retrouvé buté justement à une difficulté d'application de l'accord. Donc, si toutes les parties sont de bonne foi, y compris la communauté internationale, qui est partie prenante à cette soirée, je pense en présent mémoire, qui est le principal acteur de cette affaire, c'est la communauté internationale. Nous ne nous en cachons pas. Si ils étaient donc de bonne foi, on pourrait mettre bas la terre pour dire revoyons à la mesure de ce que nous avons convenu en termes de principe sacro-saint que l'accord énonce en se basant sur l'accord préliminaire de Ouaga, pour dire que, toute proportion gardée, tout le monde reconnaît l'unicité du Mali, le caractère républicain et laïque de notre État, mais tout le monde respecte aussi la souveraineté du Mali et l'intégrité territoriale du Mali. Si ces points sont sauf tous autres points en termes de développement socio-économique du pays, puisque c'est de cela qu'il s'agit,
si on écoute les tenants de la rébellion, cela, nous sommes sous-développés, nous voulons nous développer. Mais alors, il faille aller à l'essentiel. Mais avec les armes, nous ne pourrons jamais nous développer. Il faut commencer justement par cela, puisque la garantie internationale est là. L'État ne pourrait pas en imposer aux autres, l'État central du Mali, qui a connu sa période la plus critique de dépérissement de 2012 à aujourd'hui, ne peut pas en imposer aux rebelles super armés. Et je dis, avec la présence de la communauté internationale, on serait sorti de l'auberge en revenant à l'essentiel, qui est d'aller à la paix, à la réconciliation et au développement du Mali. Mais les sous-entendus de l'accord, les relevés de conclusion qui apparaissent un peu au bas du document, mais qui n'ont pas été abordés par Kader, qui sont en fait des engagements imposés à l'État en marge même de la signature en mai 2015 donc, de l'accord. Donc entre mai 2015 et juin 2015, l'État malien, le 6 juin, si je me trompe bien, le 20 juin a été forcé, justement, merci M. le ministre, a été forcé de consentir justement à des points littéralement inapplicables qui violent justement les principes énoncés et acceptés par tous et qui préservent l'État du Mali en tant qu'État souverain. Mais c'est cela, mais ce n'est pas dit, ce n'est pas commenté. Tout est injuste. On parle justement d'implication de tout le peuple dans l'application de l'accord. Le comité de suivi de l'accord, mais ce ne sont que les belligérants qui y sont présents.